Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Nicolas Mayer-Rossignol, bonjour. Bonjour. Un mois donc après le congrès du Parti Socialiste qui a fait de vous son premier secrétaire délégué, vous continuez à jouer, on va dire, les trublions face à Olivier Faure. Au centre de vos désaccords, la réforme des retraites, les relations avec la France insoumise et aussi la stratégie d'union de la gauche au sein de la NUPES. Alors comment, dans ces conditions, envisager l'avenir du Parti Socialiste? Le salut de la gauche et du PS passe-t-il par la mélenchonisation des esprits? Mais pour commencer, Nicolas Mayer-Rossignol, l'Ukraine, quelles leçons tirer de cette première année de guerre et comment envisager la suite? Bon, la situation en Ukraine est effroyable. Effroyable au bout d'un an de guerre. Évidemment, c'est facile de donner des leçons et de tirer de grandes conclusions, mais je voudrais d'abord rappeler la mobilisation, qui est partielle malheureusement pour l'instant, de la communauté internationale. Vous avez vu la résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça n'est pas que l'Occident quand même, et ça c'est une progression. Et il y a de mémoire près de 140 pays quand même qui ont voté cette résolution. Alors elle n'est pas juridiquement contraignante. Il en reste 40 ou 50 qui sont du côté de la Russie. Là, qui sont pas du côté de la Russie, c'est plus qui sont complexe soit que ça. neutres, soit du côté de la Russie. Vous en avez une petite dizaine qui ont voté contre, dont certains qui n'avaient pas voté contre précédemment. Je pense au Mali par exemple, ce qui dit beaucoup de la situation en Afrique. Et puis l'Inde, la Chine, qui s'abstiennent jusqu'à présent. Et on voit que c'est un des enjeux d'arriver à mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Alors, en tout cas, la France est mobilisée. La stratégie d'Emmanuel Macron, qui veut la défaite de la Russie, mais sans l'humilier, est-elle la bonne? La France est-elle à la hauteur depuis un an? Là encore, je m'abstiendrai de faire des commentaires trop critiques, parce que c'est facile de parler dans une situation aussi complexe. Je voudrais quand même dire que le rôle de la France, c'est de promouvoir partout la paix et les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. La Russie ne peut pas gagner cette guerre. Avec ou sans la Crimée? La Crimée fait partie de l'Ukraine. La Crimée fait partie de l'Ukraine. Si on acceptait qu'un dictateur, en l'occurrence, aille jusqu'au bout et que l'on négociait avec un dictateur, ça serait la porte ouverte. Pour vous, est un dictateur. Bien sûr, ce serait la porte ouverte derrière à quoi? À d'autres conflits ailleurs. Et on pense à la Moldavie, par exemple. Ou éventuellement Taïwan. Zelensky a dit quelque chose de très juste, et il faut saluer d'ailleurs le courage du peuple ukrainien, et en particulier de Zelensky, qui dit aider le peuple ukrainien et l'Ukraine en ce moment, c'est aussi aider l'Europe, c'est nous aider nous-mêmes, parce que le risque derrière, c'est effectivement des conflits ailleurs. Je pense à la Moldavie et à d'autres pays dans l'Europe géographiquement parlant. Alors, pour expliquer sa guerre en Ukraine, Poutine fait référence depuis un an déjà à la Seconde Guerre mondiale, à ce qu'il appelle la dénazification de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est acceptable? Non, mais bon, tout ce qui est excessif est insignifiant. Pour le dire autrement, j'ai vu aussi les commentaires sur l'Occident pédophile, je crois que c'est le terme qu'il a employé aussi. La norme en Occident, c'est la pédophilie. Oui, bon, quand on n'a plus rien à dire, on est sur le registre de l'insulte. Ça montre la faiblesse, en réalité. Non, mais je pense que ce qui est important aussi de voir, c'est, souvenons-nous quand même que l'Ukraine, en 94, si je ne dis pas de bêtises, au moment du mémorandum de Budapest, mais aussi avec les États-Unis. Et je rappelle que c'était un engagement réciproque, à la fois de transférer l'arsenal nucléaire, qui était important à l'époque, ukrainien, vers la Russie, en échange de quoi? En échange d'une garantie d'une souveraineté et d'une intégrité territoriale. Sur ces territoires. Oui. Donc, si ce traité-là, ou ce mémorandum n'est pas respecté, on le voit bien, il n'a pas été respecté au moment de l'annexion de la Crimée, il n'est toujours pas respecté en 2022 avec l'invasion et un an plus tard avec cette guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie le message que, d'abord, les traités ne sont pas respectés, les accords internationaux, et que deux, la non-prolifération, ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne va pas inciter d'autres pays à s'engager sur la voie de la non-prolifération. Au contraire. Et voilà, donc on voit le danger qu'il y a derrière. Le danger qu'il y a derrière, c'est que d'autres pays puissent se dire, si on veut être protégé, il faut qu'on se développe en termes de prolifération nucléaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est une des conséquences, on n'en parle pas assez, mais c'est une des conséquences géopolitiques à long terme, moyen terme, long terme, malheureusement, de cette guerre. Qu'est-ce que signifierait une victoire de la Russie de Poutine ou que signifierait une victoire de l'Ukraine de Zelensky? Il ne s'agit pas d'attaquer ou d'humilier la Russie. Il s'agit de respecter les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Et c'est ce que dit la résolution aux Nations Unies, ni plus ni moins. Elle le dit, un arrêt total, immédiat, complet et sans condition
de la guerre en Ukraine, des bombardements du peuple ukrainien, y compris des civils. Et on a ce qu'on appelle des crimes de guerre. Donc, il s'agit de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est une question à la fois ukrainienne, évidemment, mais européenne et de droit international. La victoire de Poutine, elle entraînerait quoi? Elle entraînerait d'abord un risque sur d'autres pays, parce que ça voudrait dire qu'on laisse la porte ouverte à d'autres invasions possibles. J'ai cité la Moldavie, il pourrait y en avoir d'autres. Et elle entraînerait aussi probablement une réflexion d'autres puissances sur la nécessité de poursuivre, de renforcer ou d'amplifier un développement nucléaire. Et ça, ce serait dangereux pour le monde entier. Et puis, je voudrais aussi souligner un point qui me semble important, c'est que pour l'Europe, c'est aussi une question de notre rapport aux États-Unis. Parce que peut-être que dans 50 ans, les historiens dateront cette situation géopolitique. Vous vous souvenez de 2013, au moment où Obama, sur la Syrie, finalement, recule. Il n'a pas voulu suivre François Hollande. Et oui, il n'a pas voulu suivre. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on a vu 2014, la Crimée, et 2022, l'invasion en Ukraine. Quand les Américains, ou l'Europe, en l'occurrence les Américains avec Obama, donnent le sentiment qu'ils reculent, derrière, on peut avoir des dictatures qui avancent. Derrière, on le paye. 10 ans après, on le paye. 2014 déjà, ouais. et ensuite 2022. Ça aussi, c'est une leçon de la situation géopolitique actuelle. Alors, on en vient à la France par rapport à cette guerre en Ukraine. Est-ce que, comme Bernard-Henri Lévy notamment, vous dénoncez ce que BHL appelle le parti de Poutine en France, qui regrouperait LFI, le Rassemblement National, ou encore Reconquête de Zemmour? Non, je ne parlerai pas du parti de Poutine, parce que d'abord, vous avez cité plusieurs partis politiques qui n'ont rien à voir. Je ne mettrai jamais sur le même plan l'extrême droite et LFI, par exemple. Mais ce qui est clair, on l'a vu ces 12 derniers mois, ces 18 derniers mois, et bien plus encore pour ce qui concerne l'extrême droite, c'est qu'il y a des connivences et des complaisances. Ça, c'est très net. Mais uniquement à l'extrême droite ou aussi à l'extrême gauche? En particulier à l'extrême droite. Bon, sans langue de bois, M. Mélenchon, parfois, n'a pas été absolument clair sur l'Ukraine par le passé. Parfois. Bon, oui, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, on l'avait vu avant. Bon. Aujourd'hui, c'est encore le cas ou pas? Aujourd'hui, il en parle moins, on va dire. Mais enfin, moi, je veux que la gauche soit absolument claire. Lionel Jospin s'est exprimé de manière très claire. Moi, je reprends ces termes. Il y a un agresseur, il y a un agressé. L'agressé, c'est le peuple ukrainien. Poutine est un dictateur, il ne doit pas gagner cette guerre et nous devons tout faire pour défendre le peuple ukrainien dans les frontières de l'Ukraine. Puisque vous êtes au PS, donc proche a priori de Mélenchon et de la France Insoumise, est-ce que la position de Mélenchon et des Insoumis sur l'Ukraine est conforme à l'idée que vous faites de la gauche? Non, mais je viens de vous expliquer que non. Je pense que la gauche doit être claire, ferme, nette, précise sur la question ukrainienne. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une question de souveraineté d'un peuple, c'est une question aussi de liberté et de droits fondamentaux, et puis c'est aussi une question européenne. Et ça rejoint les enjeux d'Europe de la défense, par exemple, ou de lien avec l'OTAN. Moi, je suis pour qu'on renforce l'Europe de la défense. Je suis pour que l'on reste dans l'OTAN, même si c'est parfaitement perfectible. Et contrairement à Mélenchon, vous êtes pour que la France continue à livrer des armes à l'Ukraine? Oui, oui, je suis pour, et absolument. Je pense que cette guerre est, d'une certaine façon, un enjeu à la fois, évidemment, territorial pour l'Ukraine, mais encore une fois, un enjeu international et européen. Aider l'Ukraine, c'est aider l'Europe. Et sans être cynique, les deux vont absolument ensemble. Alors, on en vient, Nicolas Meyer-Rossignol, à l'actualité politique française. Dans une tribune parue dans Le Monde, cette semaine, vous appelez, avec une trentaine d'élus socialistes, donc, dont Patrick Kanner, Carole Delga et Anne Hidalgo... Plutôt près de 200 maintenant. Mais... Près de 200, mais au départ, c'était une trentaine, à une vraie réforme des retraites de gauche. Quelle serait cette réforme de gauche ? Ce que nous disons d'abord, c'est que celle qui est proposée par le gouvernement, ou plutôt que le gouvernement cherche à imposer, elle est injuste, elle est inacceptable. Je ne reviens pas sur les arguments, vous les connaissez, mais il faut d'abord dire cela. Et la gauche a raison. La gauche a raison de s'y opposer de façon unitaire, en appui, non pas en les instrumentalisant, mais en appui aux syndicats. Ensuite, ce que nous disons, c'est que le rôle des partis politiques, ça ne peut pas être que de s'opposer dans la rue, même si c'est évidemment très important. Il y a les forces syndicales, mais le rôle des partis politiques, c'est aussi de proposer. Et une réforme de gauche, quelle serait-elle? Parce qu'une réforme de gauche serait possible, évidemment. Ce serait, en fait, de tenir compte d'un enjeu de justice sociale. L'enjeu de justice sociale, c'est quoi? C'est la pénibilité de vos métiers, d'abord. Parce que tout le monde comprend bien que si vous avez bossé dans des bureaux, ou si vous avez travaillé dans des chantiers, dans les abattoirs, ou à l'hôpital, parce qu'il y a plein de pénibilités dont on parle jamais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous n'avez pas la même espérance de vie en bonne santé. Le critère de l'âge légal
pour tout le monde pareil, 62, 65, 60 ans. Est-ce que c'est le critère le plus juste? Probablement pas. Laurent Berger dit que c'est le critère le plus injuste. Et je suis assez d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut effacer, faut effacer ce critère d'âge légal? En tout cas, je pense qu'on pourrait largement l'effacer, effectivement, et moduler la durée de... Plus d'âge légal? D'abord, exactement. D'abord, la durée de cotisation, la modulation de cette durée, en fonction de quoi? La pénibilité des métiers, ça c'est le premier point. Deuxième point, les carrières hachées, et en particulier pour les femmes. Je rappelle toujours les chiffres, mais c'est quand même majeur. Sur les salaires, femmes-hommes, différence de 25%. Et donc, sur les retraites, 40%. Et là, justement, ce qui se passe... Non, mais j'insiste là-dessus. Oui, mais ce qui se passe au niveau de la retraite, c'est pas dû à la manière de calculer les pensions de retraite, c'est dû aux carrières des femmes. Oui, tout au long de leur vie. Oui, mais ça veut dire qu'on peut travailler pendant la carrière des femmes pour restaurer un niveau de salaire qui soit comparable à celui des hommes. Quand on a 25% de différence, évidemment, ça se voit sur les retraites derrière. Donc ça, c'est le deuxième point de justice sociale. Troisième point, le taux d'emploi. Taux d'emploi des seniors et aussi des jeunes, parce que plus vous avez de cotisants, plus vous pouvez financer les retraites. Dans un système par répartition, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, aujourd'hui, on sait qu'en France, on a deux problèmes, ou deux bouts de la chaîne, en fait. Les seniors, taux d'emploi de plus de 60 ans, 30%. En Allemagne, Suède, c'est 60-70%. Et les jeunes, l'entrée sur le marché du travail. Donc là, des petites mesures, ou même des mesurettes, à vrai dire, comme l'index senior, où il n'y a pas de caractère contraignant, ça ne change rien. Qui pourrait d'ailleurs être jugé anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel. Oui, mais parce que le gouvernement a fait le choix, qui est un choix tactique, d'une procédure pour limiter les débats, et donc c'est une procédure budgétaire sur le financement de la sécurité sociale, et donc il y a certaines mesures qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Alors... Et ce que je veux dire par là, c'est que, troisième point, c'est le financement, à la fois pour l'emploi, pour les seniors et pour les jeunes. Et puis enfin, la contribution au financement des retraites. Puisque aujourd'hui, dans cette réforme-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout le financement est supporté par qui? Par les travailleurs. Ça, c'est pas juste. Donc il faudrait des cotisations supplémentaires de la part des entreprises? Vous avez deux choses. Vous avez d'abord des surcotisations possibles pour les plus hauts salaires. Et puis vous avez... À partir de quel salaire? Ça serait à définir. Mais ça sera intéressant. C'est François Hollande qui disait à partir de 4 000 € on est riche. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que, est-ce qu'il est logique, juste, normal que tout le monde cotise pareil, alors qu'on voit bien qu'il y a une échelle de salaire qui peut aller à des proportions totalement inacceptables en termes d'égalité salariale. Il serait plus juste qu'il y ait une contribution différenciée en fonction du niveau de salaire. Et puis, le patrimoine. Et puis, effectivement, certaines entreprises qui ont fait des super profits ces dernières années. Le patrimoine, c'est-à-dire? Quand vous savez comment ça se passe. Quand vous avez, tant mieux pour vous, un gros patrimoine, souvent, qu'est-ce qui se passe? Les personnes vont dédier une partie de ce patrimoine dans une fiscalisation pour générer un revenu de retraite par capitalisation. Ça, une personne qui a des revenus modestes ou une classe moyenne ne pourra pas le faire. Donc là, on a une forme d'injustice. Il serait donc plus juste que celles et ceux qui, tant mieux pour eux, ont un patrimoine plus large puissent être mis à contribution. Donc il faudrait taxer par exemple les assurances-vie? Par exemple, les revenus des dividendes, par exemple, liés aux dividendes, ou par les systèmes de financement par répartition, par exemple. Ce que j'essaye de dire, c'est que tout mettre en fiscalité sur le travail ne me paraît pas juste. Et nous disons à gauche, d'ailleurs les députés à l'Assemblée ont fait plein de propositions, je pense à Arthur Delaporte par exemple, qui a fait des propositions dans ce sens-là, ou Jérôme Guedj, Olivier Faure, Boris Vallaud, ont fait des propositions dans ce sens-là. Ça serait bien qu'on les entende, j'espère qu'on les entendra au Sénat maintenant. Au Sénat, on va parler du Sénat, mais d'abord, quand je vous entends, je me dis, ce que vous proposez, c'est pas vraiment ce que propose Olivier Faure, en tout cas ce qu'il a énoncé, c'est-à-dire un départ à la retraite à 60 ans avec 43 annuités. C'est pas ce que vous pensez? Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu plusieurs propositions. Oui, mais cette proposition qu'Olivier Faure a dit, répété pendant des semaines. Il a indiqué, j'essaie de rappeler ses propos précis, il a indiqué que c'était sa position à titre personnel. Oui, mais c'est quand même sa proposition de premier secrétaire du PS. Vous êtes son numéro 2. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons besoin d'un parti socialiste qui, d'abord, délibère de façon collective et a une position commune, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ça nous manque, et qui fait des propositions qui soient crédibles. À titre personnel, je ne pense pas que 60 ans, 40 annuités... L'accord de l'ANUPS, c'est 60 ans, 40 annuités 43 annuités, lui, il dit. Lui, il dit ça à titre personnel, mais dans l'accord de l'ANUPS qu'il a signé aussi, c'était 60, 40 annuités. Ça, je ne pense pas que ce soit crédible. Vous ne pensez pas? Vous êtes sûr que ce n'est pas? Je le dis de façon, on va dire, Quai d'Orsay troisième langue, si vous parce préférez. Que vous avez si on était aux responsabilités demain, est-ce qu'on le ferait? Voilà.
Et alors ? Je pense pas. Je pense pas parce que c'est extrêmement coûteux. Ça nous priverait de ressources publiques pour faire d'autres politiques publiques sur l'éducation, sur la santé, sur le social aussi. Si vous l'avez du SOPS qui dit ça coûterait 85 milliards. À peu près. Les évaluations diffèrent, mais c'est entre 30 et 70 milliards, ça c'est à peu près certain, par an. Et en fait, c'est pas uniquement cela. J'ai essayé de l'expliquer. 60 ans, 40 annuités, quand on n'est pas égal à 60 ans en termes d'état physique et mental aussi, en fonction de les métiers qu'on a exercés, je pense que c'est pas forcément la mesure la plus juste. Qu'est-ce qui est vraiment de gauche ? Est-ce que c'est de promettre la lune ou de promettre des choses qui sont en réalité des illusions qu'on ne ferait pas derrière ? Ou est-ce que c'est garder un vrai horizon de gauche avec de vraies réformes fortes ? Je vous dis par exemple, la pénibilité dans les métiers qui sont aujourd'hui invisibilisés, à l'hôpital, dans la santé, dans l'éducation. Aujourd'hui, il n'y a rien en termes de valorisation dans les retraites. Voilà là où on pourrait avancer. Alors, avant de parler du débat qui commence la semaine prochaine au Sénat, d'abord, une question. Dans votre tribune, vous écrivez que l'obstruction a montré ses limites, l'outrance son indignité. Que cherchaient les insoumis à travers leur stratégie d'obstruction, puisque c'est pour vous relancer par rapport à ce que vous écrivez dans cette tribune. Pourquoi le refus, notamment du vote sur l'article 7, relatif à l'âge de départ à la retraite à 64 ans ? Je ne fais que dire ce qu'ont dit les syndicats. C'est quand même assez rare quand même que des syndicats qui sont unanimement, il faut le souligner, contre le projet du gouvernement, tensent, il n'y a pas d'autre mot. Y compris la CGT. La gauche et en particulier LFI, effectivement, y compris la CGT. Philippe Martinez s'est exprimé de façon très claire, Laurent Berger aussi et beaucoup d'autres, pour dire que ça n'était pas la bonne stratégie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de clarté démocratique. On a vu d'ailleurs que sur d'autres articles, l'article 2 par exemple, sur l'index senior, il a été rejeté. Bon, moi je suis partisan que les chambres... Rejeté par toutes les oppositions, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il a été rejeté. Et moi je suis partisan que les chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat demain, s'expriment de façon constructive, claire, démocratique, et aille au vote pour clarifier les choix. Parce que ne pas mettre au débat l'article majeur sur cette réforme, ça ne me paraît pas la bonne stratégie. Alors que dans le même temps, nous avons des centaines et des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de gens, qui manifestent pacifiquement, mais qui manifestent très clairement, avec une volonté populaire, contre cet article. Vous voyez, il faut qu'on soit à la hauteur du mouvement social et syndical. Cette stratégie d'obstruction, c'est quoi ? C'est du populisme ? C'est un refus de la démocratie ? En tout cas, ce n'est pas ma conception du fonctionnement parlementaire. Je pense qu'effectivement, en tout cas, ça peut prêter le flanc à cette critique-là. Laquelle ? Mais précisez les choses. Ce que vous venez de dire sur le populisme. Le populisme, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire croire au peuple un certain nombre de choses qui, demain, n'arriveraient pas et qui peuvent procéder de dérives par rapport à notre fonctionnement démocratique. Notre fonctionnement démocratique. En France, nous avons deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'en conscience, l'Assemblée nationale a donné une bonne image ces dernières semaines ? Je crois qu'on peut honnêtement dire que non, malheureusement. Et c'est vraiment dommage parce que nous avons eu des députés qui ont fait leur travail. Je recite Jérôme Guedj, par exemple, sur la question des 1 200 €. Il a débusqué les mensonges du gouvernement. Il l'a fait. Plusieurs députés, notamment socialistes, pas uniquement, se sont engagés, j'ai cité Arthur Delaporte, il y en a d'autres, se sont engagés dans le débat, ont fait des propositions et ont montré les mensonges du gouvernement. Et ça, c'est utile, c'est l'intérêt du débat démocratique. Je trouve vraiment dommage que d'autres comportements aient finalement donné une image déplorable, et même les syndicats l'ont souligné et l'ont critiqué, de l'Assemblée nationale. J'espère autre chose du Sénat. On va parler du Sénat tout de suite. D'abord, le mélenchonisme, c'est du populisme ? En tout cas, il y a des dérives, on le voit bien. Moi, le bruit et la fureur, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie pour la gauche. Mais je vais dire une chose simple. On a le droit quand même d'être de gauche sans être mélenchoniste ou inféodé à M. Mélenchon. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, j'ai l'impression en ce moment. Moi, je revendique complètement d'être complètement de gauche. Moi, je viens de la gauche du PS et je me revendique comme tel. J'ai voté non en 2005, j'ai soutenu Martine Aubry, mais parce que vous étiez du côté de Laurent Fabius. Je vous ai dit, j'ai soutenu Martine Aubry en 2011 à la primaire. J'ai voté non en 2005 parce que c'est un non pro-européen, alter-européen, même s'il pouvait y avoir d'autres arguments pour voter oui. Pour ma part, j'ai voté non dans un esprit pro-européen. Et vous vous souvenez de la vivacité de ce débat en 2005. Je mène des politiques authentiquement de gauche sur la gratuité des transports, sur la gratuité de l'accès à la culture à Rouen et dans la métropole rouennaise que je préside. Mais on a le droit d'être de gauche sans forcément se revendiquer de M. Mélenchon. Moi, je ne conteste pas qu'il ait ses positions, mais je revendique simplement qu'on puisse être de gauche et crédible. On va parler encore de la gauche un peu plus tard. D'abord, le Sénat. Est-ce que tout désormais va se passer au Sénat, donc à partir de la semaine prochaine ? D'abord, travail en commission, ensuite dans l'hémicycle. Ou dans la rue à partir du 7 mars, décrété journée de blocage du pays par les syndicats et par la NUPES.
Le Sénat va avoir un rôle très important. Et moi, j'attends beaucoup, notamment de la délégation socialiste. Je vous rappelle quand même que c'est la plus grande délégation d'opposition de gauche au Parlement. Elle est présidée par Patrick Kanner, qui va d'ailleurs porter... qui est d'abord socialiste, qui me soutient, qui nous soutient dans le collectif, qui a signé effectivement la tribune que nous avons publiée dans Le Monde, mais qui porte notamment une motion référendaire sur le sujet des retraites, et qui a été rejetée à l'Assemblée. Qui a été rejetée à l'Assemblée, et qui s'est exprimé à plusieurs reprises déjà, sur l'intérêt d'avoir des débats peut-être plus constructifs. Sans obstruction. Mais encore une fois, on peut être constructif et être clair dans ses choix et dans son opposition. Les deux choses ne sont pas incompatibles. Ça veut dire des milliers d'amendements, c'est ça, hein, oui, et puis franchement, ça jette une image du Parlement qui n'est pas forcément à la hauteur du mouvement social. On peut faire des propositions, on peut s'opposer dans la clarté des choix. Moi, je ne suis pas du tout macroniste, je suis fermement, totalement opposé à cette réforme gouvernementale qui est absolument injuste. Et en même temps, les Français dans la rue, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'est-ce que vous proposez, vous? Voilà, c'est le rôle du Sénat. Donc vous avez dit à peu près ce que vous vouliez proposer dans le cadre de cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il faut attendre du Sénat et des sénateurs socialistes? On a vu à l'Assemblée un certain nombre de sujets qui malheureusement n'ont pas pu être résolus. Bon, il y a la question, encore une fois, de la pénibilité des métiers. Je vous donne un exemple précis. Pendant le premier quinquennat Macron, sur les 10 critères de pénibilité, il y en a 4 qui ont été supprimés. Port de charges lourdes, agents chimiques dangereux, etc. Est-ce qu'il faut qu'ils soient... Il faudrait les remettre. Oui. Il faudrait les remettre. Et il faudrait en introduire d'autres dans des pénibilités dont on parle jamais, en tout cas jamais assez. Lesquelles? Éducation, santé, hôpital. Pourquoi personne ne veut plus bosser à l'hôpital public? Parce qu'il y a des pénibilités, parce que ce sont des métiers très difficiles, mal payés. Même chose dans l'éducation, l'aide sociale à l'enfance, le handicap. Voilà des sources, des pistes de propositions que le Sénat pourrait formuler. Ça veut dire que vous dites chiche à Emmanuel Macron qui souhaitait hier que le Sénat puisse enrichir le texte sur la réforme. Oui, enfin encore faudrait-il qu'il l'entende. Le fait qu'il choisisse une procédure bloquée avec un délai raccourci et avec visiblement, parce qu'on a parlé de l'obstruction de l'opposition, enfin la première obstruction, elle vient quand même du gouvernement qui choisit de limiter le temps de débat à la portion congrue pour un sujet aussi important, c'est quand même terrible. Donc il ne faudrait quand même pas inverser la charge de la responsabilité. Sur la journée du 7 mars et les suivantes, est-ce que vous souhaitez un blocage du pays? Est-ce que vous souhaitez une paralysie du pays? Est-ce que vous souhaitez une grève reconductible? Mais de manière générale, personne ne souhaite bloquer le pays. Mais enfin, quand le gouvernement est sourd et aveugle aux protestations unanimes de tous les syndicats, à des mois et des mois, de millions de Français qui manifestent pacifiquement dans la rue pour dire non, il y a un moment où il faut qu'ils l'entendent. Et donc, il va y avoir évidemment une gradation. Et j'espère qu'elle sera massive. Avec une grève reconductible? Ça, ce sera aux syndicats d'en décider, c'est pas aux politiques. Moi, je ne le souhaite pas, mais je le comprendrai tout à fait, parce que pour l'instant, le mouvement social et le mouvement syndical n'est pas entendu. Il y a quand même un problème de pratique. M. Macron veut faire une réforme constitutionnelle. Avant de faire une réforme constitutionnelle, peut-être pourrait-il s'interroger sur sa pratique du pouvoir. Et il n'y a pas de respect des corps intermédiaires. C'est terrible. C'est d'ailleurs complètement contradictoire avec l'esprit qu'il avait annoncé en 2016-2017. À l'époque, beaucoup de gens y ont cru d'ailleurs, en pensant qu'on allait mieux respecter, mieux écouter les corps intermédiaires, etc. C'est tout le contraire qui se passe. Et c'est terrible. Parce qu'en réalité, vous avez dans les corps intermédiaires plein de responsables syndicaux qui sont parfaitement responsables, qui sont prêts au compromis, qui font des propositions. Ils ne sont pas écoutés. C'est ça qui est inacceptable. C'est la première des obstructions, c'est la première des injustices. Par rapport à la journée du 7 mars et aux suivantes, est-ce qu'il faut considérer que c'est la rue qui doit l'emporter sur les élections et le vote des parlementaires? Non, mais la rue n'est pas là où la loi est faite. Mais être sourd et aveugle à ce qui se passe dans la rue, ça n'est pas non plus la bonne option. Le gouvernement n'a pas souhaité jouer le jeu du dialogue social avec les corps intermédiaires et les syndicats. Vous avez un front unanime des syndicats qui est opposé. Bon, il est assez logique que les manifestations se poursuivent et s'amplifient, puisque les gens ne sont pas entendus. À l'issue du vote. Et en plus, et je vais aller un peu plus loin, et en plus, on a vu quand même, malgré les vicissitudes, les déboires, l'obstruction, l'outrance, on a vu quand même dans le débat à l'Assemblée qu'il y avait eu des mensonges. On nous a fait croire qu'il y aurait 1 200 € pour tout le monde. Ça n'est absolument pas vrai. On nous a fait croire que sur les femmes, cette réforme allait être à leur avantage. Ça n'est absolument pas vrai, etc., etc., etc. Quand ces mensonges sont débusqués, notamment par les députés socialistes, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est normal, il est tout à fait logique que la colère populaire s'amplifie. Une fois la réforme votée donc, par l'Assemblée et par le Sénat, est-ce que cette réforme sera légitime ou est-ce que vous conseillez aux syndicats et éventuellement aux parlementaires de gauche de poursuivre la lutte, entre guillemets, contre cette réforme?
moi, je suis républicain, je respecte la loi. Elle n'est pas encore votée quand même. Hein. Non, j'ai dit une fois qu'elle sera votée. Oui, mais enfin, on n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Et attention, parce qu'il y a encore quelques étapes. Il y a le Sénat, il peut y avoir une commission mixte paritaire, il pourrait y avoir un usage... Un second vote, il peut y avoir aussi... un usage du 49.3. Il y a le Conseil constitutionnel. Enfin, bon, on va voir comment ça évolue. Mais en allant un petit peu plus loin, tout cela va laisser des traces. Quand on veut réformer un pays, on ne peut pas le brutaliser. Et là, Emmanuel Macron est en train de brutaliser le pays. Ça ne me paraît pas conforme, en tout cas, ça n'est pas conforme à l'idée que je me fais moi et que nous faisons, socialistes et hommes et femmes de gauche, du fonctionnement démocratique en France. Va laisser des traces. Quelles traces? Des traces indélébiles? Sur l'acceptabilité d'autres réformes. Parce qu'il va y en avoir d'autres à faire. On le voit bien sur la transition sociale écologique, par exemple. On a besoin de faire des réformes assez radicales pour changer nos modes de vie, sur le logement, sur les transports, sur l'alimentation. Ça veut dire qu'après, à l'issue de cette réforme, le pays sera encore plus ingouvernable? Moi, je pense que effectivement, ça peut laisser des traces de ce type-là. Et vous l'avez vu sur les Gilets jaunes. C'est pas parce que vous avez plus de manifestations dans la rue qu'il y a plus de colère sociale. Et ensuite, il suffit, pour ainsi dire, d'une étincelle ou d'autres éléments politiques qui surgissent dans le paysage pour raviver cette colère, parce qu'elle est sous-jacente. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire avancer notre pays. On a besoin de cohésion nationale. Et là, on est en train de fragmenter le pays, de le cliver. Et alors vous dites que ça va laisser des traces. Est-ce que ce qui s'est passé à gauche avec l'obstruction de LFI, ça va laisser des traces aussi à gauche et au sein de la NUPES? C'est déjà le cas, ce qu'on a vu. J'ai écouté les propos à la fois de représentants écologistes, communistes, je pense à Fabien Roussel par exemple, socialistes aussi, bien sûr, qui ont dit, et y compris jusque dans certains rangs en tout cas de LFI, qui disent qu'effectivement une stratégie de bruit, de fureur et d'outrance, ça nous mène dans une impasse. Et je partage, je pense qu'on peut être complètement de gauche, on peut être tout à fait même, y compris, je vais oser le mot, radical dans la nécessité de prendre des mesures très fortes sur certains sujets. LFI, hein. Sans être... Non, justement, la radicalité, c'est pas l'extrémisme. La radicalité, c'est pas l'outrance. On peut avoir des mesures très fortes de gauche. Je vais vous prendre un exemple. Ce qu'on fait sur la gratuité des transports à Montpellier avec Michael Delafosse, ce que j'essaye de faire à Rouen, ce que fait Johanna Roland à Nantes. La gratuité des transports, c'est une mesure radicale pour changer radicalement nos façons de nous déplacer. Ça a un coût. Parce qu'il faut les payer quand même. Hein. Évidemment, ça a un coût. Il n'y a rien qui est vraiment gratuit. Vous le faites sans augmenter les impôts? Non, on le fait sans augmenter les impôts, mais on doit trouver des marges de manœuvre, évidemment. Il n'y a rien qui est vraiment gratuit. Mais n'empêche que ça change fondamentalement la façon d'utiliser nos transports et de se déplacer. Donc, c'est une mesure radicale, mais ce n'est pas une mesure outrancière ou extrémiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'à gauche, on a compris que notre monde change. On a besoin de certaines formes de radicalité parce que le monde n'est plus soutenable, en particulier la soutenabilité ou l'insoutenabilité sur la finitude des ressources. Mais en même temps, il faut qu'on soit crédible. Si on raconte n'importe quoi, y compris des choses dont on sait très bien qu'on ne les ferait pas demain si on était au pouvoir, ça, c'est plus de la radicalité, c'est de l'extrémisme et du populisme. C'est ce qu'on appelle, ce que certains appellent la mélenchonisation des esprits. Ça vous parle? J'aime pas particulariser. Mon sujet, c'est pas Jean-Luc Mélenchon ou pas Jean-Luc Mélenchon. Mon sujet, c'est d'être authentiquement à gauche et en même temps crédible sur les moyens. C'est la phrase de Jaurès. Gardez l'idéal, allez à l'idéal, en partant du réel. Les gens nous demandent à la fois un espoir, et c'est vrai que parfois le Parti socialiste par le passé a pu oublier cette nécessité de porter un souffle, un espoir. Moi je porte cela, et en même temps si j'ose dire, il nous faut un chemin. Comment on y arrive sur les retraites? On a raison de s'opposer, mais il faut un chemin alternatif. Le rôle des responsables politiques, c'est de proposer des solutions. En partant du réel, ça veut dire en partant aussi d'un certain nombre de constats, notamment que la valeur travail est essentielle, a priori. Est-ce que vous dites que le travail abîme et nuit à la santé, comme le disent un certain nombre de représentants de la gauche NUPES? Ce que je dis, c'est, je ne suis pas sûr que le travail soit une valeur. La valeur que je vois derrière, c'est la valeur de l'émancipation et de la dignité humaine. Ce que ont toujours défendu les socialistes et plus largement les femmes et les hommes de gauche, c'est l'idée que par le travail, l'homme, au sens générique, s'élève, sort de sa condition. Quand au contraire, par des mauvaises conditions de travail, par une imposition de ces mauvaises conditions de travail, l'homme se retrouve esclavagisé ou dans une situation difficile, alors on est dans un avilissement. Voilà. Donc en réalité, la question qui doit se poser derrière, c'est quoi? C'est est-ce qu'on arrive à valoriser le travail dans le sens que l'on souhaite pour notre société, c'est-à-dire les travaux, les métiers les plus utiles à notre société. Je pense à la santé, je pense à l'éducation. Regardez, est-ce que honnêtement, dans notre société, on valorise au bon niveau
les profs, les chercheurs, les infirmiers, infirmières, toutes celles et ceux... Donc la réponse est dans la question. Mais mais c'est quand même la question fondamentale. Donc, et ça dure depuis même pas des années, des dizaines d'années. Mais oui, mais c'est un problème fondamental. Comment s'étonner ensuite qu'on ait moins de gens qui veuillent faire prof, qu'on ait moins de gens qui veuillent bosser dans l'hôpital public? Voilà. Donc, l'espoir à gauche, l'espoir que doit porter la gauche, il est là. C'est de montrer qu'on peut changer de société. Et il y a une forme de radicalité dans ce que je dis, qu'on peut changer de société en mettant au cœur de ce nouveau projet de société les métiers, les femmes et les hommes qui les exercent, les plus utiles sur le plan social et écologique. Il est là l'espoir de la gauche. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas changer de société en disant, comme Sandrine Rousseau, que le travail est une valeur de droite et revendiqué. Je ne partage pas ça, mais je pense qu'encore une fois, le débat n'est pas sur le travail, valeur X ou valeur Y, parce que le travail est un moyen d'émancipation et de dignité. Mais gardons à l'esprit que ce que nous disent les chauffeurs routiers, ceux qui bossent dans la grande distribution, ceux qui bossent à l'hôpital dans les astreintes la nuit, ceux qui font l'aide sociale à l'enfance, ce qu'ils nous disent, c'est que leur travail, c'est une dignité et il doit être justement reconnu. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous parliez des suites que pourrait laisser cette réforme des retraites dans le paysage politique et chez les Français. Vous attendez quelque chose de la révision constitutionnelle que prépare Emmanuel Macron ? Pour l'instant, cette révision n'est pas bien claire, je dois dire. Donc, on ne sait pas trop où il veut aller. Vous avez été président de région, est-ce qu'il faut réduire la taille des régions, par exemple ? Ça dépend des régions. Franchement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la priorité. Bon, c'est vrai que Grand Est, c'est un peu peut-être grand. Il y a quelques régions comme ça. Ouais. Franchement, moi, ce que je peux dire quand même, attendez, essayons d'être un peu concret, pragmatique. Les présidents de région, ils bossent. Ça donne des résultats. Sur le plan économique, ça donne des résultats. Sur le plan de la valorisation et des services publics, ce que fait Carole Delga sur le train à 1 euro, sur réouvrir des lignes ferroviaires, ce qu'elle propose comme un Erasmus ou plutôt un Airbus du ferroviaire au niveau européen, un plan Marshall sur le ferroviaire. D'ailleurs, il y a eu des annonces positives au niveau national là-dessus. Ça donne des résultats. Les annonces d'Elisabeth Borne. D'Elisabeth Borne. Mais ce sont les présidents de région qui portent ces sujets sur le terrain, avec l'État certainement, mais sur les mobilités, sur le développement économique, il y a des choses très intéressantes. Donc, attention à pas... Je sais bien qu'en France, on aime bien modifier les structures, les ensembles, la réforme, machin. Le vrai sujet au niveau national, c'est l'exercice du pouvoir. Comment... On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur les corps intermédiaires. Aujourd'hui, on a un mode d'exercice du pouvoir par M. Macron qui est très vertical, très jupitérien. Est-ce que ça n'a pas été toujours le cas depuis... Oui, sauf qu'il avait été élu en 2016-2017 sur un grand changement là-dessus, en disant... un peu, allez, il se réclamait de main d'Est, d'une nouvelle société, d'une espèce de mélange et de gauche et de droite, avec une société plus moderne, plus horizontale, plus collective, etc. Mais pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. Les corps intermédiaires, regardez sur la réforme des retraites, on s'assoit dessus. Et donc, ça veut dire que comment on concrétise ça, comment on réforme ça au niveau de la Constitution ? Encore une fois, je ne suis pas sûr que la priorité pour changer cette pratique du pouvoir se passe par une réforme constitutionnelle. Peut-être qu'il y a des choses à changer. Il y a aussi des sujets de société. Le droit à mourir dans la dignité, par exemple, serait, de mon point de vue, le débat va être ouvert dans les quelque chose sur lequel on devrait pouvoir avancer parce que c'est attendu depuis longtemps. Et puis parce qu'on sait qu'il y a déjà des pratiques et que ça ne sert à rien de faire l'autruche. Mais sur la pratique du pouvoir, sur l'exercice des responsabilités, c'est d'abord la façon dont le président de la République aujourd'hui respecte ou pas le Parlement, le 49.3, l'écoute des... On a parlé d'obstruction tout à l'heure. C'est François Hollande qui souhaitait la suppression du 49.3 et la suppression aussi du poste de Premier ministre. Oui, suppression du poste de Premier ministre, je ne sais pas si ce serait la meilleure des choses. Mais et le septennat, passer du quinquennat au septennat. Mais là encore, franchement, on peut faire toutes les modifications de boîte qu'on veut. Aujourd'hui, est-ce que le Parlement est respecté ? Non. On le voit. Obstruction sur un sujet aussi majeur que les retraites, ça, c'est pas normal. Là, ça ne provient pas forcément du gouvernement. Non, c'est une volonté absolument directe de passer par une procédure fermée, bloquée en temps. Ça n'est pas normal pour un sujet aussi important. Alors, on passe à notre sujet. J'ai constaté, Nicolas Meyer-Rossignol, en préparant cette émission, que les tensions n'étaient pas forcément retombées au sein du PS. Pourquoi ? Parce que votre venue à Radio J a débouché sur une campagne de dénigrement contre vous sur les réseaux sociaux, où vous êtes taxé, donc sans doute par des militants du PS qui n'ont pas voté pour vous, qui ont voté plutôt pour Olivier Faure. Vous êtes taxé de traite, de tricheur, de pourri, de fausse gauche Macron compatible. On peut lire aussi sur ces mêmes réseaux sociaux, le centre-gauche macronien, on n'en veut pas, l'avenir de la gauche se fera sans vous, ou encore, vous allez pouvoir épandre votre vomi sur Radio J, sous-entendu, contre Olivier Faure. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, mais tout ce qui est... Vraiment rien. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Sur les réseaux sociaux, vous trouvez de tout. Il faut s'habituer, malheureusement. Y compris le pire, hein.
Oui, parfois le meilleur aussi. Ouais. Voilà. Bon, moi, je reste positif. Ce que je sais, c'est que moi, je viens de la gauche du PS. Je me sens toujours authentiquement de gauche. J'ai rappelé Macron compatible mes votes, mais pas du tout. Je veux dire, si évidemment que mes positions sont claires sur l'opposition à un certain nombre de sujets. Je viens de le dire sur les retraites. Non, j'ai pas l'intention de passer chez l'adversaire, l'ennemi. En revanche, non, l'ennemi, c'est évidemment Macron bien trop l'ennemi. fort. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que on a des adversaires politiques. Moi, j'ai pas d'adversaire à gauche. Bon, nos adversaires, c'est la droite, l'extrême droite. Mais ce que je pense, c'est que si on veut que la gauche soit solide face à la droite et l'extrême droite, il faut qu'elle incarne des propositions fortes. On ne peut pas être dans une forme soit d'inféodation à LFI, ou en tout cas à LFI menée par Jean-Luc Mélenchon, soit dans une absence de proposition. Voilà. Le Parti socialiste, ça a toujours été un parti qui propose. Et je pense qu'il faut qu'il reste dans cette optique-là. Voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Mais je pense que c'est très important dans le débat actuel. Ces insultes qui viennent vraisemblablement de militants hostiles à vous, au sein du BES, ne sont-elles pas la preuve que votre accord avec Olivier Faure est bancal ? Non, et il faut lui donner du temps aussi. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que, vous savez, sur les réseaux sociaux, des insultes, vous allez en trouver tous les jours. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Dans un sens... Non, mais il y a ce qu'on entend aussi de la part d'un certain nombre de dirigeants ou d'élus du PS. Oh, oui, enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'encore une fois, on n'est pas adversaires entre nous. On peut être compétiteurs dans des congrès, etc. Mais vous savez... Tous les jours, j'ai une majorité de gauche à Rouen et à la métropole Rouen-Normandie. Il y a toutes les forces de gauche qui sont représentées. Bon, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on essaye de travailler ensemble. Et je peux vous assurer, parce que ça a été un débat il y a quelques années, et c'est toujours un débat, qu'il y a des vraies différences entre la gauche et la droite, sur le plan sociétal, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan écologique. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. On l'a fait ou on l'a fait pas, la gratuité des transports ? On l'a fait ou on l'a fait pas, la gratuité d'accès à la culture ? On se bat ou pas sur l'accès, par exemple, à l'éducation, sur l'égalité des chances, sur la mixité sociale, sur la loi SRU, par exemple, sur le logement social, etc., etc. Voilà, ça, ce sont de vraies différences. Un cas concret. Une élection législative partielle a lieu les 2 et 9 avril dans l'Ariège, suite à l'invalidation de la députée sortante Bénédicte Taurine, une députée LFI, avec à la clé 2 stratégies diamétralement opposées au sein du PS. Olivier Faure soutient la candidature de la députée LFI sortante, alors que le PS local soutient Martine Frogier, déjà candidate en juin, et suspendue d'ailleurs à l'époque par Faure du PS, du fait de cette candidature pourtant déjà validée par les militants socialistes ariégeois. Est-ce que vous confirmez que vous soutenez justement Martine Frogier ? Vous l'avez dit, tous les militants locaux, la fédération, le département, la région sont déjà en soutien et sont déjà en campagne. Bon, moi je pense qu'encore une fois, il faut avoir un raisonnement simple. Est-ce qu'il y a un risque que cette circonscription bascule à droite ou à l'extrême droite ? C'est ça le point. Et vous répondez ? Et de mon point de vue, je ne crois pas. Enfin, il y a toujours un risque, mais il me paraît très minime. Quand on regarde les scores objectivement, il nous paraît très minime, parce que cette circonscription est marquée à gauche. Je ne dis pas qu'il est nul, ce risque, mais il est très minime. Vous avez d'autres circonscriptions où il y a un vrai risque, RN, extrême droite ou droite. Et dans ces cas-là, je l'ai fait. Moi, j'ai soutenu des candidats, y compris communistes, y compris écologistes. Ouais. Bon, donc il y a une différence en fonction des circonscriptions. Mitterrand ne disait pas autre chose. Au premier tour, on peut être en concurrence à gauche, s'il n'y a pas de risque de droite et extrême droite. C'est comme ça que, par exemple, les soutiens de François Mitterrand ont affronté les soutiens de Georges Marchais à l'époque, avec le Parti communiste qui était très puissant à l'époque, dans les années 70-80. Et c'est comme ça que le PS a réduit le PC. Et ensuite, vous avez évidemment un désistement républicain sur le meilleur candidat. Alors, sur cette circonscription, sur cette législative partielle de l'Ariège. Moi, j'ai donné mon sentiment et mon opinion personnelle. C'est quoi votre sentiment ? Je constate qu'il y a une candidate socialiste, qu'il n'y a pas de risque ou très peu de risque de droite, extrême droite, donc je la soutiens. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on ait une discussion collective, tranchée par nos instances collectives, ce qui n'a pas encore eu lieu. Alors, vous la soutenez, Olivier Faure. C'était le 8 février devant les journalistes de la presse parlementaire. Je le cite, il n'y a aucune raison de revenir sur l'accord avec LFI. Martine Frogier ne peut pas être candidate du PS, étant suspendue du parti. Elle a le droit d'être candidate, j'espère, quand même, comme n'importe qui. Et je rappelle qu'elle est soutenue par tout. On peut faire l'autruche. Donc vous la soutenez. Elle est soutenue par tous les socialistes locaux. Enfin, arrêtons de faire semblant. Alors, les choses ne se décident pas comme ça d'un nuage. Et il y a un territoire. C'est le nuage du premier secrétaire. Mais il y a un territoire. Enfin, je rappelle quand même que nous avons eu d'autres candidats. Je pense par exemple candidate, en l'occurrence, à Lamia El Harraj à Paris, qui était sortante. Qui a été battue. Oui, enfin, qui était sortante, quand même, qui était députée, qui avait battu d'ailleurs une candidate LFI et qui ensuite
ensuite n'a pas été soutenu jusqu'au à bout. cause du non-soutien Oui, du enfin PS, quand même, et de je ne Olivier suis Faure. pas sûr que ce soit la meilleure façon de soutenir. Alors, moi, je suis socialiste, je soutiens les socialistes. est-ce que vous allez, Et ça serait très différent s'il y avait un vrai grand risque extrême droite et droite. est-ce que vous allez vous déplacer dans l'Ariège pour soutenir je n'ai pas la prévu ça. candidate du PS? Les socialistes locaux ne Mais me, est-ce que vous ne me l'ont pas demandé. Si vous le demandez, est-ce que vous irez? Pourquoi pas, je suis socialiste et je ne vais pas m'excuser Donc, si de vous défendre demande, des camarades socialistes. Si la candidate socialiste Martine Fourgé vous demande de venir la soutenir, vous irez? C'est une amie, c'est une socialiste, c'est une camarade. Il y a pas. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'exclure et d'être dans l'ostracisme. Et donc ça veut dire, attendez, ça veut dire que vous souhaitez qu'elle gagne? Ah mais évidemment que je souhaite d'abord que la gauche gagne et je souhaite que le ou la meilleure à gauche gagne. Et j'aimerais que ce soit effectivement une candidate socialiste qui gagne, oui, bien sûr. Je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire pour un représentant et un dirigeant socialiste. Alors, retour sur le congrès du PS. Est-ce que tout est oublié? Est-ce qu'Olivier Faure est un premier secrétaire légitime? Ou est-ce qu'il est toujours le tricheur que vous avez dénoncé avec vos amis? Non, mais on a trouvé un accord. Et vous savez, il y a eu effectivement un vote qui n'a pas été reconnu. C'était le vote du 19. Je ne reviens pas sur les conditions de ce vote, qui était déplorable. Vous avez dit à l'époque qu'il y a de la triche. Hein. Oui, mais je maintiens et je continuerai de le dire. Et que c'est vous qui étiez en tête. Et que ce vote n'a pas été reconnu. Donc il y avait deux solutions. Soit on revotait, soit on trouvait un accord politique. On a fait le choix du rassemblement, en essayant de donner une chance à ce rassemblement. C'était il y a un mois et demi. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des voies de rassemblement et de travail ensemble. Les instances ne sont pas encore réunies. Enfin, les votes dans les fédérations viennent à peine de se terminer. Il faut aussi donner du temps et de la chance à cette volonté politique. De la chance à cette volonté. Je pense qu'on a pris nos responsabilités. Après, il y avait des abcès qui devaient être crevés. Ces abcès ont été crevés. C'est aussi à ça que ça sert, un débat. Est-ce que le tandem que vous formez avec Olivier Faure n'est pas un peu bancal? Mais il y a toujours des risques. Mais moi, comme je l'ai dit au congrès de Marseille, la sincérité va avec la loyauté. Ça n'est pas l'ennemi de la loyauté. Et moi, je garde ma sincérité et ma liberté. Je rappelle que nous avons fait un score avec un certain nombre de militants, de camarades dans beaucoup de fédérations, hein. Oui, qui disent un certain nombre de choses sur la stratégie, sur les alliances, sur le fond, les idées, et aussi sur la façon de fonctionner à l'intérieur de notre parti. Olivier Faure, il vous avait proposé d'être tête de liste aux européennes. Est-ce que vous êtes prêt à relever ce challenge? Non, mais j'ai déjà dit non, mais pour des raisons évidentes. Je suis maire de Rouen. Enfin, il faut quand même respecter toutes celles et ceux qui nous ont élus. Moi, je suis maire de Rouen depuis 2 ans presque, oui, bientôt 3 ans. C'est une tâche qui m'honore, qui est magnifique, qui est exaltante. Aucune raison tout d'un coup de partir. Même si les sujets européens sont absolument passionnants. J'ai travaillé à Bruxelles, ce sont des sujets que je connais bien, que j'aime beaucoup, mais je serais heureux de contribuer à la campagne, de participer comme tout militant socialiste. Mais il faut être clair sur ces choix électifs. Une autre question. Qui est le plus à même de porter les couleurs du PS aux prochaines élections européennes? C'est dans un peu plus d'1 an. Est-ce que Olivier Faure est la tête de liste naturelle en tant que premier secrétaire? C'est le premier secrétaire. On a déjà vu au Parti socialiste des premiers secrétaires qui ont mené, je trouve que ça aurait du panache en tout cas. Oui. Qui soit candidat. En tout cas, ça me paraîtrait en tout cas non, mais quels sont les termes que vous courageux. employez? Mais ça aurait du panache que que Olivier Faure soit le candidat. Candidat PS aux européennes. Oui, ça me paraîtrait pas absurde, ça me paraîtrait courageux, ça me paraîtrait responsable, ça me paraîtrait légitime. Donc s'il n'était pas candidat, ça veut dire que c'est pas quelqu'un de courageux? Non, j'ai pas dit ça. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous m'interrogez sur cette possibilité-là. Vous me demandez si elle serait logique, cohérente. Je trouve que oui. Ça a déjà été le cas par le passé. C'est pas une élection facile. Quand on est chef d'un parti, qu'on porte le drapeau, ça me paraît pas absurde. Maintenant, il y aurait d'autres candidats. Je vais aussi en citer une qui n'est pas toujours peut-être citée, Nora Mebarek. Nora Mebarek est députée européenne. Elle est présidente de la délégation, le chef de notre délégation française du Parti socialiste à Bruxelles. Ça aurait aussi beaucoup de sens. Il nous reste 3 minutes, beaucoup de questions. Pour la présidentielle de 2027, est-ce qu'il faut un candidat unique de la NUPES comme le souhaite Mélenchon? Je pense que c'est bien trop tôt pour aller jusque-là. Le candidat unique ou pas? Le problème, quand on écoute M. Mélenchon, c'est qu'on a l'impression que le candidat unique, ça ne peut être que lui. Ça ne me paraît pas la meilleure des choses pour la gauche. La présidentielle de 2027, c'est vrai que vous y pensez? Non, mais alors vraiment, aujourd'hui, je rappelle que le PS a fait 1,7%, que la gauche, 78, un peu si vous voulez, moins de 2%, que de toute façon, la gauche dans son ensemble est à moins de 30%. Donc celui ou celle qui nous explique aujourd'hui qu'il pense à 2027, tout le monde peut avoir des ambitions. Enfin, franchement, c'est un peu ridicule. Vous dites Mélenchon, il pense à lui quand il parle de la présidentielle. Un second tour, Mélenchon-Le Pen, votez quoi?
Oh bah, je vote évidemment Mélenchon, Ouais. mais j'ai jamais mis sur le même plan l'extrême droite et LFI. Ça n'est absolument pas comparable. Mais je voudrais surtout qu'on arrive à avoir une gauche qui puisse incarner une vraie alternance. Le risque, à la fin, c'est quoi? C'est ça, pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Le risque, c'est quoi? C'est que ce soit l'extrême droite qui gagne. Ercilia Soudé, c'est une députée LFI, a été nommée vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée, laquelle Ercilia Soudé avait qualifié de déportation l'expulsion de l'avocat franco-palestinien membre du FPLP Salah Hamouri, accusé d'avoir participé à un projet d'assassinat du grand rabbin d'Israël Ovadia Yosef. Elle a aussi signé la résolution Israël-Apartheid déposée par une trentaine de députés NUPES cet été à l'Assemblée. A-t-elle sa place comme vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme? Non, je trouve que ça... En tout cas, moi, je désapprouve totalement cette conduite. Je pense que ça n'est pas du tout la bonne façon d'aborder ces sujets. Il y a des positions que je ne partage absolument pas. Et effectivement, bon, vous avez rappelé, hein, effectivement. Ensuite, ça me permet de dire deux mots importants sur ce qui se passe aussi en Israël. Le peuple israélien est un peuple ami de la France et nous sommes amis du peuple israélien. Ça empêche parfois des désaccords. On a un gouvernement israélien aujourd'hui qui, je crois, est probablement le plus à droite. 150 000 manifestants hier. Voilà, et il y a des manifestations sur une réforme de la justice qui est extrêmement, effectivement, inquiétante. Pour revenir sur Ercilia Soudé, elle avait dit aussi, dans une question écrite à Catherine Colonna en novembre dernier, elle avait posé une question d'ailleurs à Catherine Colonna, oui, pour s'assurer, disait-elle, que la France ne fasse pas bénéficier de la sécurité sociale aux Français participant mais c'est n'importe quoi. À la colonisation. Je le dis en deux mots, c'est n'importe quoi. C'est l'antisémitisme quelque part. En tout cas, ça antisémitisme. C'est absolument pas la bonne façon d'avancer sur ces sujets. Ça n'est absolument pas la bonne façon d'avancer sur ces sujets. Maintenant, vous avez vu, vous l'avez rappelé vous-même, sur les sujets qui concernent la réforme de la justice en Israël, c'est quand même très inquiétant parce que s'il n'y a plus de Cour suprême légitime et si l'Assemblée, la Knesset, pouvait revenir sur les décisions de la Cour suprême, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de constitution. Et ça, ce serait dangereux. Mais il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des lois fondamentales. Bien sûr. Enfin, vous avez vu ce qu'ont dit les uns et les autres. Je pense que quand vous avez autant de manifestations sur un tel projet, il faut quand même l'entendre. Merci en tout cas Nicolas Maillé-Rossino d'avoir participé à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci à vous. Et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.